Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Maciek Fischer. J'ai une formation issue du spectacle vivant. Je travaille pendant assez longtemps dans le spectacle vivant. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le Centre Pompidou en tant que scénographe attitré, d'abord à mi-temps, puis ensuite à plein temps. J'ai dû passer 7 ans au Centre Georges Pompidou à me former dans la scénographie de musées, d'expositions, tout en continuant parallèlement mon activité dans le spectacle vivant. Et depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai réactivé mon atelier et qui est centré vraiment aujourd'hui principalement autour de la scénographie, muséographie, d'exposition permanente et temporaire. Ce qui est pourquoi je dis ça aussi parce que avec aussi en léger. Alors, je vais partager mon écran de façon à vous faire un petit panel de dispositifs de médiation qu'on a utilisés et créés pour différentes typologies d'exposition. L'objet de cette petite conférence, c'est de vous traduire un petit peu mon expérience, mais le travail que j'ai effectué avec mes équipes sur différentes typologies d'exposition et de montrer un petit peu comment, en fonction des typologies, on a créé des dispositifs de médiation. Comme vous le savez, la médiation, c'est quelque chose qui est très attendu aujourd'hui de la part des clients, enfin des musées. L'expérience de visite, comme on dit, est un sujet de plus en plus d'actualité. En dehors de la contemplation des œuvres ou des différents objets qui sont dans une exposition, on aime être accompagné, que ça soit on aime que le visiteur soit vraiment accompagné dans son parcours et puisse aussi interagir de différentes façons ponctuellement dans l'espace de visite. Ce qui est important il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, excusez-moi. Ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment faire sentir aux visiteurs que non seulement il est là pour voilà, passer un bon moment, mais aussi pour justement essayer d'être actif dans son appréhension des contenus. Je vais commencer avec une exposition qui s'appelle L'Aventurier des mers, qui a eu lieu à Lima. C'est une exposition, donc, on va dire, de société, à la fois qu'il y ait des œuvres plus classées beaux-arts et en même temps une exposition qui racontait voilà, le voyage des aventuriers du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Donc, c'est une exposition pour laquelle, comme vous le voyez, il y avait un dispositif assez impressionnant à l'entrée de l'exposition, qui était comme une grande vague, comme si on était en mer en pleine tempête, comme à l'intérieur d'une coque de bateau. C'était un dispositif vidéo qui nous permettait justement de pouvoir rentrer tout de suite dans le contexte de l'exposition. Ensuite, on a proposé un dispositif de théâtre optique qui s'est décliné tout au long du parcours, où en fait, comme si les aventuriers nous racontaient des histoires au fur et à mesure de leur voyage. Et ce dispositif, en fait, que vous voyez actuellement à l'écran, était réalisé sur le principe du théâtre optique, c'est-à-dire qu'avec un miroir sans teint, un élément incliné, un élément de décor aussi. Et c'était au travers d'hublots comme ça, et ce que vous voyez au bas du visage qui est là, c'était une carte qui retrace évidemment le voyage de cet aventurier qui a parcouru les océans. Donc ça, c'est typiquement dans une expo comme ça de société, un dispositif qui permet au public de s'immerger au travers de la parole de cet aventurier dans l'histoire qu'on veut raconter. Et évidemment, autour de ça, on a des objets, comme vous le voyez sur le côté, on a des objets classiques, des gravures, des bouquins, des maquettes de bateaux. On a recréé un ciel étoilé également qu'on retrouve sur le côté. Donc ça, c'est une typologie d'exposition qui a été déclinée dans 2 musées différents. Autre dispositif, somme toute plus classique, mais qui est aussi intéressant, qu'on retrouve de façon assez récurrente dans les musées. C'est une exposition qu'on a faite à la Grotte Chauvet et qui retraçait l'histoire, en fait,
de différentes époques de la préhistoire jusqu'à nos jours, et qui était donc, comme vous le voyez, une exposition qui mélangeait à la fois des œuvres du Louvre, des animaux qui étaient donc naturalisés, et puis tout un ensemble également d'éléments. Et il y a un film très intéressant qui avait été fait qui était au milieu de parcours, et qui permettait de comprendre comment les chercheurs, à partir des squelettes, pouvaient complètement recomposer la morphologie des animaux de cette époque-là, et la façon dont les animaux aussi ont évolué au travers du temps. Donc ça, c'est des dispositifs assez classiques, hein, qu'on retrouve dans les expos, qui sont des films en fait qui viennent apporter un surplus d'informations, et qui sont intégrés. Donc ces dispositifs sont intégrés dans un espace un peu dédié, qui est un espace de projection, alors que dans le dispositif précédent, c'est vraiment quelque chose qui est pour 2 ou 3 personnes, et qui est intégré tout au long de la visite de façon récurrente. Donc ce n'est pas le même principe d'intégration scénographique. Sur des expositions type Beaux-Arts, par exemple, là, Jean Dubuffet, on a travaillé sur le graphisme, et le graphisme, en fait, a permis de faire écho à la grande liberté qu'avait Jean Dubuffet dans son travail. Et donc, on a créé une entrée, comme vous le voyez, en 3D, où en fait, Jean Dubuffet, les lettres se décomposaient dans l'espace. Et c'est une façon aussi, je dirais que c'est une façon de faire rentrer le visiteur dans le sujet de l'exposition, tout en jouant sur des éléments graphiques, et de s'autoriser une grande liberté spatiale dans la façon dont le graphisme peut prendre possession de l'espace scénographique. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours très intéressant. C'est un dispositif qu'on a retrouvé ensuite dans différentes parties de l'exposition, où il y avait des parties plus organiques. Et là, comme vous le voyez, on a joué aussi sur des extraits de phrases propres à Dubuffet, qui venaient animer le parcours scénographique. Et on joue sur des échelles graphiques très différentes. Et en fin de parcours, donc on avait une exposition type Beaux-Arts qui se transformait en démarrant dans une scénographie plutôt sobre, plutôt on va dire structurée, et en allant vers une scénographie plus organique, comme vous le voyez, qui accompagnait aussi le travail de Jean Dubuffet. Et à la fin du parcours, on a créé, avec un graphiste ici, un animateur graphique, on a créé une reconstitution graphique d'une fresque de Jean Dubuffet qu'il a créée pour un parc. Et en fait, cette fresque, on l'a redessinée, en fait, et pour montrer les différents processus de création de cette fresque était projetée sur un écran de 15 mètres de large, à l'échelle en fait réelle de cette fresque. Et cette fresque, donc là je n'ai pas de vidéo à vous montrer, mais on peut retrouver cette vidéo sur les réseaux. Et en fait cette fresque en fait était l'idée c'était pas de redessiner cette fresque comme Jean Dubuffet aurait pu la faire, mais plutôt de montrer comment il jouait de la composition graphique. Donc c'était très intéressant parce que ça permettait, parce qu'en fait Jean Dubuffet dans ses tableaux avait des images cachées. Il fait des images cachées, il y a des personnages cachés, et en fait on peut trouver ces personnages si on regarde ces tableaux attentivement, si on prend du temps. Et en fait la fresque, l'animation graphique permettait de faire comprendre comment Dubuffet d'une certaine façon construisait son travail. Donc un dispositif qui a été très bien, qui a été vraiment plébiscité, et qui a très bien fonctionné sur l'exposition. Là, on revient par exemple à une typologie classique, exposition en fait 18e siècle qu'on a faite au Musée des Beaux-Arts de Nantes, et pour laquelle en fait on avait un dispositif très classique, c'est-à-dire, comme vous voyez sur la gauche, ce qu'on appelle des mono-occulteurs, que vous connaissez sans doute, qui sont des dispositifs qui permettent au public tout d'un coup d'écouter, en l'occurrence ici, des personnages d'un tableau qui nous racontaient, il y avait des acteurs qui avaient rejoué comme une scène imaginaire d'un des tableaux, et ça permettait de contextualiser ou de donner une autre dimension
aux œuvres. Mais comme vous le voyez, l'intégration de ce dispositif est très sobre, car dans ce type d'exposition, on préfère privilégier évidemment la contemplation des œuvres plutôt qu'un dispositif de médiation qui prend trop de place dans l'espace. Et on est sur un design beaucoup plus sobre d'intégration de ce dispositif. Autre sujet, autre principe, une exposition qui s'appelait Ultime Combat, qui a eu lieu au musée du Quai Branly, sur les arts martiaux, donc, et dans cette exposition, on s'est autorisé différents types de dispositifs, d'éléments. Donc, il y avait des éléments de décor qui permettaient de mettre en relief des extraits vidéo, comme vous le voyez ici, et un dispositif qui a eu énormément de succès, qui était une façon de recréer une vision dynamique de Bruce Lee dans l'espace. Donc, on avait une dizaine d'écrans 85 pouces, qui sont des écrans qui font 1,80 m de haut, et qui ont créé, et qui étaient disposés, comme vous le voyez ici, dans un effet de perspective. Et en dehors du parcours de l'exposition, qui était très, très structuré, avec beaucoup d'œuvres, des choses comme ça, il y avait cette possibilité au public tout d'un coup de rentrer et de s'immerger dans une sorte de séquence cinématographique où Bruce Lee se déplaçait dans l'espace. Et en fait, ce qui était assez intéressant dans ce dispositif, c'est que c'était donc une exposition qui traitait à la fois donc des arts martiaux, à la fois d'un point de vue cinématographique et à partir d'un corpus d'œuvres. Ce dispositif en fait permettait de prendre une séquence d'un film et d'immerger le visiteur dans cette séquence à son échelle, puisque on le voit pas très bien dans cet extrait, mais encore une fois, il y a des extraits sur le web. Bruce Lee était à hauteur humaine, et on avait vraiment l'impression qu'il était avec nous. Il y avait un jeu assez ludique autour de cet espace, et cet espace était un espace de transition, était réfléchi comme un espace de transition entre deux sections. Donc ça permettait vraiment de jouer de contraste. C'est quelque chose qui est important dans mon travail aussi, c'est une scénographie se réfléchit vraiment aujourd'hui comme par séquence. Et on peut créer des moments de contemplation, des moments plus interactifs. La façon dont on crée du rythme dans une scénographie par l'ajout parfois de dispositifs de médiation ou de moments plus contemplatifs, ou l'alternance de différentes perceptions spatiales, en fait, permet vraiment de créer du rythme et de faire en sorte que l'exposition soit réussie. Une exposition au Grand Palais qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle autour de Niki de Saint-Phalle, où on a joué sur le personnage de Niki de Saint-Phalle. Donc là, par exemple, sur cette typologie d'exposition très beaux-arts, ce qui était important, c'était de pouvoir faire sentir au public qui était cette femme extrêmement engagée dans son art, qui était une femme militante féministe, qui a une parole vraiment sans phare, comme ça, qui est très très importante. Et donc l'enjeu de l'exposition, en dehors de la présentation de ces sculptures, de ces tableaux, de ces œuvres, c'était de la faire exister dans l'exposition. Donc comment on s'y est pris? Dès l'entrée, il y avait cette lunette comme ça, où il y avait une vidéo où on la voyait nous tirer dessus. Donc tout de suite, on était en interactivité avec elle. C'est juste un petit plan séquence comme ça très court, où elle prend son fusil, elle nous tirait dessus. Et ensuite, il y avait évidemment des choses très classiques dans le parcours, des portraits d'elle qui venaient animer toute la visite, et toujours en relation avec ces sculptures, et avec une mise en scène aussi de ces œuvres assez ludiques. On avait joué d'un éclairage avec une boule à facettes dans une grande salle, ce qui a créé énormément de gaieté, de beauté aussi autour de son travail. Et surtout, quelque chose qui a énormément plu au grand public, c'est qu'on a fait des très grandes projections dans l'espace d'elle racontant des anecdotes sur son travail, parlant de l'engagement, de son engagement féministe dans son travail, à très grande échelle. Et pour moi, ça a permis, en fait, cette idée a permis au grand public vraiment de pouvoir s'imprégner de cette
de la parole de cette femme et le fait qu'elle soit incarnée non pas sur un petit écran dans un coin d'une salle, mais sur un écran généreux de 5 mètres de large, où on voyait son visage, comme vous voyez, voilà, grand format, nous parler. C'était très important et ces œuvres résonnaient d'autant plus pour le visiteur. Et ensuite, il y a eu quelque chose de plus classique, on va dire, dans la dernière partie de l'exposition, autour du Jardin des Tarots, qui est un jardin qu'elle a créé avec Jean Tinguely en Italie. Et donc là, il y avait une projection sur un très grand écran d'un film tourné en drone autour du Jardin des Tarots. Donc on avait l'impression de se balader à l'intérieur du Jardin des Tarots. Et de façon, et sur le côté, vous voyez toutes les œuvres qui correspondent en fait à la création de ce jardin, que ce soit ses dessins, des maquettes de sculptures, etc. Donc ça, c'est, on va dire, somme toute relativement classique dans la façon dont on peut gérer aujourd'hui la relation entre un lieu qui est difficilement représentable et puis des œuvres qui correspondent à la création de ce lieu. Autre typologie d'exposition, aussi Beaux-Arts, expérience Goya au Musée des Beaux-Arts de Lille, où là, l'idée, c'était de pouvoir rentrer à l'intérieur de la maison de Goya. Donc, on a imaginé différents dispositifs. Il y avait aussi une grande fresque. Il y a un grand cylindre qui a été créé dans l'atrium du Musée des Beaux-Arts de Lille, qui était un grand cylindre qui permettait de raconter de façon dessinée. Et c'est le graphiste qui a pris en charge, en fait, la frise chronologique de Goya. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que plutôt que d'avoir une chronologie sous forme de texte, un peu redondante, un peu compliquée à lire, le graphiste a utilisé des extraits de tableaux de l'œuvre de Goya, ou des extraits de photographies qu'il a redessinés, en fait, et qu'il a associé à chaque fois avec des dates. C'est un très joli travail graphique qui a accompagné toute l'exposition. Et encore une fois, dans le même espace a été utilisé sur une autre exposition sur laquelle j'ai travaillé, qui s'appelait La Forêt Magique, où là, encore une fois, le graphisme a pris en charge de façon un peu plus différente la thématique de l'exposition. Dans l'exposition Expérience Goya, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un travail de vidéo qui a été fait par un des commissaires de l'exposition et qui mettait en relation, et ça, c'était une des idées du projet, c'était à la fois d'avoir, ici, vous voyez des gravures de Goya qui viennent de la Bibliothèque nationale de France, et en arrière-plan, on avait une sorte de montage vidéo d'extraits de films qui sont en rapport avec l'œuvre de Goya, et ça permettait de faire des correspondances entre la contemplation de ces œuvres et des séquences animées. Pour l'exposition sur la forêt magique, donc une exposition qui mêle art contemporain et œuvres de corpus Beaux-Arts, il y avait un travail graphique qui a été fait, et également on a créé, par exemple, dans un espace, alors comme vous le savez sans doute, les musées aiment avoir des espaces dits d'animation au sein d'un parcours d'exposition. Donc, c'est des espaces qui sont pris en charge parfois par les scolaires ou qui sont pris en charge par un groupe. Donc là, on avait un dispositif assez ludique comme ça, où on a créé une fresque graphique, et les enfants pouvaient venir et puis s'attabler dans un lieu particulier du parcours pour pouvoir justement être pris en charge par un médiateur et avoir un moment de pause ou éventuellement faire une petite activité. Dans des typologies d'exposition, encore une fois, Beaux-Arts, dans lesquelles on veut que la médiation soit relativement discrète. C'était une exposition au Petit Palais sur les impressionnistes à Londres, et on a créé des bornes d'écoute qui étaient des bornes, comme vous le voyez également, munies de petits mono-écouteurs qui venaient ponctuer tout le parcours, et ces bornes, en fait, n'interféraient pas trop sur la lecture des tableaux. Donc là, c'est un bon exemple d'un dispositif audio. Donc, on est là pour contempler des œuvres, donc on ne veut pas avoir de la vidéo dans cet espace-là, mais on peut s'autoriser à avoir du son. Donc on venait ici près de cette borne, et on a deux acteurs qui jouaient
deux personnages qui arrivaient à Londres à l'époque des impressionnistes, et quelle était cette ambiance des impressionnistes, quelle était l'ambiance de Londres, pardon, à l'époque des impressionnistes. Donc voilà, il y a un travail de production audiovisuelle qui a été fait, et nous on a recréé un peu une borne à la façon d'un petit kiosque lumineux, dans un design relativement sobre, qui venait s'intégrer et qui ponctuait tout le parcours. Et à un moment donné, on a eu également une table un peu façon table de pub comme ça, sur laquelle il y avait une carte interactive, et cette carte interactive présentait les différents lieux que les impressionnistes avaient parcourus dans Londres et qu'ils avaient aussi peints. Donc c'était dans une salle qui était dédiée à cette thématique. Et un espace, ce qu'on appelle les espaces pédagogiques, comme dans les musées, qui sont des espaces qui sont pris en charge pour des activités pédagogiques, où on apprend à presser à faire un petit peu soit de lithographie ou de gravure, où on faisait voilà, le public pouvait faire des différents types d'actions, des carnets de croquis, de dessins, il y avait des petits chevalets. Donc ça, c'est aussi des espaces qu'on met en place scénographiquement, pour lesquels on crée du mobilier ou parfois on achète du mobilier, et qui sont des espaces qui sont pris en charge par la scénographie. Mais qui sont souvent des espaces à part, qui sont des espaces qui sont un peu hors parcours, qui ne sont pas des espaces nécessairement dans lesquels le public doit rentrer, mais il a la possibilité d'y rentrer, mais ils ne sont pas imposés dans le parcours scénographique. C'est une exposition Anders Zorn qui avait lieu également au Petit Palais, sur un peintre qui était un peintre suédois, donc qui lui a fait des aquarelles incroyables, et donc on a joué aussi de reproductions graphiques un peu ludiques, un peu drôle comme ça, dans un espace qui, soi-disant, habituellement est un peu classique, avec un jeu, comme vous le voyez, d'ouverture, de fenêtres. Donc un espace un peu plus décoré, entre guillemets, mais toujours en relation avec quand même de la peinture, des œuvres classiques. Et encore une fois, ça permettait de contextualiser aussi la liberté qu'il y avait à l'époque où lui peignait faisait ses peintures, et certaines nonchalance de l'été suédois, on va dire. Autre thématique mise en scène, et autre élément de médiation pris en charge par le graphisme. Donc là, typiquement pour la Maison Balzac à Paris, une muséographie permanente, c'était intéressant de pouvoir développer l'idée de l'écriture de l'artiste, enfin de l'écrivain, sous cette forme très chargée, que les murs prennent en charge en fait un ensemble de contenu, de façon à ce que le visiteur soit plongé dans cette ambiance de l'écriture. Et là, c'était une salle qui était dédiée, comme vous voyez, avec différents portraits qui ont été faits de lui. Et encore une fois, comment le graphisme peut prendre en charge une contextualisation d'une thématique ou d'un sujet. Autre dispositif plus contemporain, c'est un travail que j'ai fait à la Cité de la Musique pour un espace qui est dédié au musicien Pierre Henry, musicien de musique concrète, où donc là, l'enjeu, c'était à la fois de présenter, de recréer d'une certaine façon son studio, et d'évoquer son studio de travail, de pouvoir montrer un panel d'instruments qu'il a utilisés, et également il y avait des dispositifs interactifs. Donc là, vous avez une sorte de vision où sur la droite, vous avez le grand studio avec sa table de mixage, etc. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a des éléments avec un casque où vous pouviez choisir dans une playlist et écouter certains extraits de sa musique. Et sur le côté gauche, des instruments, différents synthés ou autres qui étaient présentés. En haut, une fresque graphique qui est comme une sorte de constellation des musiciens de l'époque de Pierre Henry, enfin d'avant et d'après, pour un peu situer comment Pierre Henry se plaçait dans la constellation des musiciens de l'époque. Et puis en face,
à partir d'images qui sont des créations de Pierre-Henry, en fait, c'est son visage ici, on avait un dispositif en fait très intéressant où on pouvait s'amuser à refaire de la musique comme Pierre-Henry en faisait, c'est-à-dire qu'il y a une programmation de synthétiseurs et de sons plutôt et on pouvait déformer le son soi-même, créer des notes de musique, donc tout ça au casque et en fait faire soi-même sa composition, ou comprendre quelle était la matière avec laquelle la matière musicale avec laquelle ce musicien Pierre-Henry crée sa musique. Donc c'était très participatif, voilà, une sorte de Beethoven remix, c'est alors inspiré d'une symphonie qu'il a créée, qui s'appelait Beethoven. Je ne sais plus le nom exactement d'ailleurs, mais en tout cas, ça permettait vraiment au public d'être. Ça permet au public, c'est une installation permanente, d'être très participatif dans cette appréhension de la musique de l'artiste. Voilà, donc c'est un espace assez réduit, mais qui permettait quand même d'accueillir pas mal de gens et qui a trouvé, qui est très intéressant. Et il y a même une batterie d'ailleurs ici qui est disponible pour le public où on peut aussi jouer de la batterie. Donc c'est quelque chose de très interactif et très vivant. On revient dans des choses plus claires. Oups, pardon, voilà, dans des choses un peu différentes. Donc là, une exposition que j'ai faite autour de l'artiste Moucha au musée de Luxembourg, où là on a joué encore une fois, voilà, de façon relativement classique, de grands papiers peints qui permettent de contextualiser une salle. Donc comment on peut faire dialoguer, ça c'est quelque chose que vous voyez évidemment beaucoup dans les expos aujourd'hui parce que c'est pas très cher à mettre en œuvre et c'est assez efficace. Comment on peut vraiment mettre en relation des œuvres, un accrochage type Beaux-Arts, on va dire, et puis on crée les espaces de transition sont souvent gérés par le graphisme, par des agrandissements graphiques, parce que c'est des espaces dans lesquels on ne veut pas mettre des œuvres parce que ça crée des bouchons. Donc les couloirs de transition, là c'était toute une scénographie toute en courbe, étaient traités avec des agrandissements scénographiques où on voit la Moucha en pleine transe, parce qu'il c'était un adepte de certaines substances qui lui permettaient de rentrer en transe. Donc on le voit dans son fauteuil et ces dispositifs-là sont souvent ces principes-là sont souvent très utilisés, comme je le disais, dans les transitions. Et puis à un moment donné, dans la salle, on avait une reconstitution vidéo du travail graphique, du travail de peintre, de décor qu'a fait Moucha dans sa ville. Et en l'occurrence, donc c'était un film qui a été produit et qui retranscrivait tout son travail de très grand format, parce que Moucha, en dehors du fait qu'il a été très connu pour faire énormément d'affiches, a également fait des grandes fresques dans différents endroits de sa ville. Autre typologie d'exposition, Paris-Londres, au musée de l'histoire de l'immigration. C'était une exposition sur la musique, musique qui était liée au mouvement migratoire, on va dire des années 70 jusqu'aux années 2000. Et en fait, c'était une exposition très vivante que j'ai imaginée dans la scénographie. La structure scénographique était imaginée comme une structure éphémère, à la façon un petit peu voilà, d'une scénographie qui vient être là juste comme si c'était une scénographie urbaine, on va dire, d'une certaine façon. Donc, qui jouait d'énormément de traitements graphiques, de grande liberté. Les graphistes ont eu énormément de liberté sur la façon dont ils pouvaient jouer voilà, d'agrandissement photo, de typographie, comme vous le voyez. On a créé des sortes de petites période rooms où on recontextualisait des instruments de musique. Donc une exposition très riche. Comme vous le voyez, donc les gens se déambulaient comme ça entre ces cimaises un petit peu éphémères, munis de panneaux très colorés. Et puis il y avait ponctuellement, tout au cours du parcours, encore une fois, pour une ou deux personnes, des petites jukebox et des petites playlists où en fait on pouvait écouter des morceaux emblématiques de l'époque dont on parle. Et ça a eu beaucoup de succès également.
c'était un grand plaisir pour les gens de pouvoir écouter certaines typologies, certains extraits de ces morceaux d'anthologie de toutes ces époques. Donc voilà, encore un dispositif qui permet au public de s'arrêter, d'être un peu actif, de choisir quelque chose et de pouvoir vraiment profiter de l'instant présent en dehors d'une lecture un peu classique, pas à pas du parcours scénographique. Voilà, comme vous voyez, on a créé des période rooms dédiées à un artiste qui permettaient vraiment de jouer de cette richesse, de la richesse créative de cette époque. D'autres typologies d'exposition autour du cinéma, par exemple. Donc ça, c'est intéressant parce que le cinéma, c'est pas facile à présenter. Évidemment, une expo autour du cinéma, qu'est-ce qu'on vient y voir? Est-ce qu'on vient y voir des photographies, des extraits de storyboard ou quoi? Donc, dans les expositions de cinéma, j'en ai fait pas mal à la Cinémathèque, à chaque fois, il y a cet enjeu. Donc là, c'était une exposition autour de Sergio Leone. Et donc là, par exemple, on le voit pas très bien, mais en fait, donc là, il y avait par exemple les acteurs qui étaient des acteurs de Sergio Leone. Et ce qui était intéressant par exemple dans ce dispositif, c'est que vous avez une photo de l'acteur au moment du casting et vous tourniez, la photo était posée sur un axe, donc on la tournait, on la poussait, et en la renversant, vous aviez la photo de l'acteur tel que Sergio Leone l'avait grimé. Parce que Sergio Leone était un type incroyable qui était capable de prendre n'importe qui et de le transformer et de lui donner une gueule de cow-boy, comme on dit. Donc vous voyez d'ailleurs, voilà, comment Sophia Loren, tout d'un coup, devient un personnage des films de Sergio Leone. Et donc, ça permettait de bien comprendre le travail de ce cinéaste qui a un travail très puissant sur la façon dont il travaillait les acteurs. Autre exposition à la Cinémathèque sur Martin Scorsese. Donc, Martin Scorsese a énormément tourné à New York, dans énormément d'endroits. Donc là, on avait une maquette de New York avec des écrans en périphérie. Et cette maquette permettait cette maquette les écrans étaient reliés au lieu de tournage de Scorsese dans New York. Donc ça permettait de faire comprendre au public quelle scène avait été tournée à quel endroit dans le coin de la 3e ou la 5e rue, bref. Voilà, et tout ça en correspondance avec évidemment des extraits de films environnants, un grand mur comme ça qui retraçait aussi différents moments clés de la période de Scorsese. Et ce dispositif était très clair. Et en même temps, voilà, ça c'est un dispositif intégré au sein du parcours qui permet à plusieurs personnes d'interagir avec cet objet et de comprendre. C'était pas interactif, hein, c'était vraiment une lecture simple de chaque séquence. Là, on revient sur Sergio Leone, où en fait aussi j'ai imaginé il y avait une question de comment montrer des extraits de films de Sergio Leone, sachant que lui, évidemment, il était extrêmement pointilleux sur le cadrage. C'est quelqu'un aussi qui a utilisé le format scope de façon très novatrice. Et donc, on avait comme ça des sortes de caissons où on pouvait visionner des extraits de ces films, soit sous la forme d'un œilleton horizontal, soit de façon plus classique. Et ça permettait aussi de présenter des films de différentes façons. Autre exposition à la Cinémathèque, où, voilà, petit clin d'œil, comment en fait, autour d'une exposition autour de la thématique des vampires, en fait, sur la droite, vous avez un tableau interactif, c'est-à-dire que vous avez enfin pas interactif, c'est un tableau qui se transforme, donc le portrait de cette jeune femme se transforme en fait au fur et à mesure en vampire. Et ici, on a créé une fenêtre, donc c'est un peu un clin d'œil à l'image du vampire. On a une fenêtre où on voit Nosferatu en fait, qui monte les escaliers. Donc, c'est une petite séquence vidéo qui est montrée en rétroprojection au travers de cette fenêtre et qui est un petit clin d'œil assez ludique à l'ambiance vampire.
Donc, encore une fois, je ne sais pas si on peut appeler ça de la médiation, mais en tout cas, c'est un dispositif que le scénographe imagine pour contextualiser une salle dans laquelle il y a différents contenus à appréhender. Et par exemple, encore autre chose, ici, à la fin du parcours, on avait un montage vidéo avec des extraits de séries de toutes sortes qui traitaient de la thématique des vampires. Et donc, pour visionner cette projection, ben, j'ai créé une grande banquette, un peu comme si on était dans son salon, très confortable, dans laquelle le public pouvait s'affaler et regarder cette petite séquence de montage de film qui durait une dizaine de minutes. On revient, oui, là, il y a un petit mélange entre les expositions de la Cinémathèque. Là, c'est Sergio Leone, où on a recontextualisé un petit peu des costumes de ces films dans l'espace. Autre typologie, alors intéressante aussi, où là, par exemple, une contrainte assez particulière, c'est l'exposition Warhol au Musée d'Art moderne. Donc, Andy Warhol, voilà, un artiste iconique. Et en fait, on se disait comment faire pour pouvoir redonner un peu du relief et pas avoir seulement tous les tableaux présentés de façon classique. Donc, il y avait plusieurs choses dans l'exposition, mais on a pu, en ayant l'autorisation de la Fondation Warhol, d'utiliser un papier peint qu'il a créé, parce qu'Andy Warhol, évidemment, créé de l'art de façon industrielle. Donc, on a utilisé ce papier peint pour tapisser certaines parties des murs de l'exposition et d'accrocher, on s'est autorisé à accrocher les tableaux dessus. Et ça marchait très bien. Et en fait, et comment on peut jouer de la création d'un artiste, même s'il est plus vivant aujourd'hui, en redonnant du relief en fait à un accrochage. Et c'était intéressant de pouvoir avoir un élément graphique qui a été produit par l'artiste lui-même, qu'on a pu reproduire comme ça dans l'espace. Et puis, il y avait un autre dispositif qu'on a recréé, puisque c'est un dispositif qui avait été inventé par Warhol à son époque, où il avait donc créé ces ballons remplis d'hélium qui flottaient dans l'espace. Et donc, il voulait que le public s'amuse avec ces ballons. Donc, on avait une salle, et vous voyez dans cette salle, il y avait juste une petite vidéo où on le voit parler, raconter des choses voilà, sur son art, sur son travail. Et dans cette salle, le public pouvait s'amuser avec ces ballons qu'on a recréés pour l'occasion. Exactement, il y avait des ventilateurs qui faisaient bouger ces ballons. Et donc, c'était typiquement une recréation d'une œuvre d'un artiste complètement interactive et ludique. Ensuite, je finirai peut-être sur cette exposition récente sur la piste des Sioux qui a eu lieu au Musée des Confluences. C'était une exposition intéressante parce que c'est une exposition qui a permis au grand public de décomposer un petit peu, de décrypter un petit peu l'image caricaturale et stéréotypée qu'on peut avoir des Indiens d'Amérique et de pouvoir justement jouer de la déconstruction de cette vision que le grand public occidental peut avoir. Et donc l'exposition était introduite par un diorama qu'on a créé pour l'occasion. Et on a volontairement joué du cliché dans l'introduction de l'exposition, puisque en fait, qu'est-ce que c'est pour les Indiens, pour les Occidentaux, les Indiens d'Amérique? Ben, c'est l'Indien dans son tipi avec les bisons et le paysage environnant. Donc il y avait des bisons naturalisés qui sont très beaux d'ailleurs, qui ont été amenés spécialement. J'ai demandé à une société, on a travaillé un décor avec une société de Montreuil, on a créé une végétation, et puis le fond était une grande fresque graphique, une image en fait retravaillée graphiquement, volontairement dans une chromie qui évoquait d'ailleurs les peintures, parce que les dioramas de façon classique, traditionnelle, par exemple dans les musées aux États-Unis, sont des grandes toiles peintes de façon très spectaculaire par des artistes peintres. Donc là, on n'avait pas les moyens de se payer un artiste peintre pour faire ça, mais on a quand même on a travaillé un élément graphique dans cet esprit, et il y avait un tipi dans lequel était projetée une vidéo de deux Indiens qui se parlaient. Donc cette image très voilà, stéréotypée introduisait le parcours de l'exposition, qui ensuite se déclinait de différentes façons, et permet tout de suite au public
de le mettre dans cette idée. On part de l'image caricaturale qu'il peut avoir, et au fur et à mesure, on a déconstruit cette image. Il y avait aussi une salle qui était dédiée, en l'occurrence, pour bien comprendre, en fait, c'était une exposition qui était dédiée en partie aussi à l'époque à ce qu'on appelait le Buffalo Bill White Show, qui était en fait un spectacle itinérant absolument épouvantable, en fait, qui a fait. Donc, le spectacle consistait à faire venir des Indiens d'Amérique, à les mettre au milieu d'une arène, à les faire danser, à les faire monter à cheval, etc. Et les gens, le public occidental, était placé en périphérie autour de cette arène. Comme on le voit un petit peu, on le distingue un petit peu ici sur la droite. Et ce spectacle, et les Indiens tournaient avec des chevaux, faisaient différentes choses. Et ce spectacle a eu énormément de succès dans les années. En fait, entre le début du début 20e siècle et fin 19e. Et donc, c'est un spectacle qui a énormément tourné. Et donc, c'est un spectacle qui était absolument qui était très impressionnant et qui a contribué à créer cette image caricaturale qu'on a des Indiens d'Amérique. Et donc, tout l'enjeu de l'exposition, c'était de montrer, il y a un collectionneur belge qui a retrouvé les costumes de ce spectacle, par hasard aussi, donc, qui était donc contextualisé ici avec des photographies de ces Indiens. Et au fur et à mesure de l'exposition, donc, on a joué à la fois d'une sorte de reconstitution de cette ambiance, de toute l'historique de ce spectacle, et en même temps, on avait des éléments, comme vous le voyez ici, qui étaient des éléments qui permettaient de comprendre, et qui étaient en fait des éléments qui permettent de recontextualiser les choses, de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, comment les Indiens ont été, quelle est l'histoire réelle de la ségrégation des Indiens, etc., avec des éléments de médiation ici, des petites vidéos, des cartographies, et qui permettent en fait de traiter de la réalité de la condition des Indiens aujourd'hui. Donc c'était un dialogue très intéressant, et la scénographie a pris en charge ces différents niveaux de lecture dans le parcours de l'exposition. De façon. Donc après, il y avait plusieurs salles aussi. Enfin, il y avait tout un travail aussi. Il y avait une salle dédiée au cinéma, évidemment, autour de comment le cinéma hollywoodien a pris en charge toutes ces questions-là. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit tour d'horizon de certaines expositions. Je suis disponible pour toute question. Il y a différents leviers autour de l'éco-conception. Il y a le levier de la récupération, qui va de récupérer des éléments du dessin de l'exposition précédente, du parcours, ou des éléments scénographiques, du mobilier, des vitrines, des éléments de simèse. Il y a des systèmes constructifs aujourd'hui qu'on impose et que nous, en tout cas, sur lesquels on travaille vraiment de façon très précise, sur la façon de construire des simèses pour que le scénographe de l'exposition suivante puisse s'emparer de la matière première, etc. Donc ça, c'est un premier levier. Ensuite, il y a un autre levier qui est celui plus, on va dire, de la réflexion sur le design et les matériaux. Donc un sourcing autour des matériaux. Donc c'est un travail qui se fait en collaboration avec les entreprises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on utilise du médium, par exemple, on fait en sorte que ce soit du médium issu de forêts françaises, qui soit un médium on va dire, sur lesquels les chaînes de transport soient pas trop longues. Il y a des startups ou d'autres types d'entreprises qui aujourd'hui font du recyclage pour créer des écrans de projection à partir de matériaux recyclés. Il y a tout un travail comme ça qui est fait sur cet aspect-là. Et puis ensuite, on va dire que une des difficultés pour la faire court, c'est que les conceptions demandent plus de travail pour nous, scénographes, parce que il faut diagnostiquer le mobilier qu'on peut récupérer,
parfois se mettre en contact avec des associations comme la Réserve des Arts, qui sont des associations qui font de la récupération du restant des expositions, de ce qui est censé partir à la benne. De pouvoir parfois récupérer des verres. Donc récupérer des verres, ça veut dire redimensionner des nouvelles vitrines par rapport aux verres existants. Donc tout ce travail en fait est assez important. Et comme c'est plus de travail, il faut que les honoraires aillent avec, et ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est toujours des discussions en ce moment avec les musées pour qu'ils comprennent que s'ils veulent faire de l'éco-conception, il faut qu'ils investissent un peu plus à tout niveau. Et aussi, on demande aussi aux musées d'avoir de plus en plus, des institutions qui peuvent se le permettre, hein, évidemment, d'avoir aussi des chargés, des gens qui soient dédiés à ces questions-là au sein du musée, qui puissent aussi piloter un peu ces questions-là, parce que c'est important. Alors, oui, effectivement, dans une équipe de scénographie, il y a un graphiste, un éclairagiste, maintenant de plus en plus un ingénieur audiovisuel, hein, qui va vraiment faire des études de tous les dispositifs audiovisuels, techniques, des études techniques de tous les dispositifs audiovisuels. Il y a parfois une société de production, hein, qui va, enfin souvent, plus que parfois, il y a une société de production qui va produire les éléments de médiation. Et puis moi, évidemment, au sein de mon agence, les chefs de projet qui sont dédiés au projet. Donc l'idée, c'est qu'en fait, à chaque phase du projet, il y a des réunions régulières, et l'idée, c'est de construire le projet ensemble, en partenariat avec le musée, évidemment, avec les chargés de projet du musée, des commissaires, alors tout dépend si ce sont des commissaires ou des chargés de projet ou des muséographes. Enfin, ça va dépendre un petit peu de la typologie des projets. Et en fait, c'est vraiment une collaboration. Les projets réussis, en fait, sont les projets sur lesquels les collaborations ont été les plus riches, où les gens ont eu le temps de se parler, où on puisse vraiment échanger sur le travail, que ce ne soit pas juste quelques idées, puis après chacun se débrouille pour les mettre en forme. Et donc, je dirais que c'est un temps de travail qui est indispensable, et moi, en fait, je suis un peu on va dire que je donne un peu le souffle en fait initial. J'ai un peu une vision globale du parcours. J'ai des idées précises sur la façon dont je voudrais rythmer le parcours. Ce que j'ai essayé d'expliquer un peu au début, c'est-à-dire que j'imagine vraiment le parcours. Pour moi, ce qui est important, c'est c'est la tension qu'il peut y avoir dans un parcours, c'est-à-dire comment on peut créer une mise en tension de l'espace, qui fait que le public, quand il rentre dans une exposition, il va alterner entre un espace plus je sais pas, plus étroit, tout d'un coup, un couloir, ou un espace un peu plus oppressant, ou au contraire un espace plus contemplatif, plus spectaculaire, de jouer de contrastes comme ça. Et donc tout le monde au sein de l'équipe participe à créer en fait cette vision de l'exposition. Moi, je donne des idées qui sont échangées avec le musée, et en fait, mon interprétation de l'espace, une sorte de mise en scène du contenu, en fait, et voilà, et ensuite, on va dire, la mise à l'épreuve de mes collaborateurs, avec la possibilité de réaliser les choses ou pas. Et puis, évidemment, tout le monde amène des idées. C'est un travail d'équipe très important sur les projets. Et encore une fois, ça dépend des typologies d'exposition. C'est vrai qu'une expo Beaux-Arts où on fait plus de l'accrochage, puis on a quelques éléments ponctuels, n'est pas traité de la même façon qu'une exposition comme l'exposition sur les Sioux, où en fait on a vraiment des salles avec des ambiances très différentes. Je ne vais pas montrer toutes les slides de l'expo, mais il y avait vraiment des ambiances très différentes dans le parcours. Moi, j'ai une question sur ce qui m'interroge toujours dans ce type d'exposition extrêmement riche, c'est est-ce que vous avez une jauge en termes de temps de visite? Est-ce que vous dites il faut que ça Ah, dure une demi-heure, une heure, 2 heures? Parce que quand il y a des alors, dispositifs interactifs, forcément, il y a une oui. expérimentation, ça prend du temps. Alors, les jauges sont très précises enfin, les jauges sont calibrées sur les projections de films. Donc, on évite on peut pas avoir la règle, c'est qu'évidemment, si on a une projection de film dans une circulation, on peut pas avoir une projection de film de plus d'une minute au maximum. Si on propose aux gens de s'asseoir, on peut avoir des projections de films plus longues. Après, le temps de visite d'une exposition, c'est une question intéressante, parce que
évidemment, les musées, ils veulent avoir un maximum de public et rentabiliser au maximum leur expo. Donc, et là, j'ai le cas en ce moment sur l'expo Munch au musée d'Orsay, où les gens se plaignent parce que le musée d'Orsay fait rentrer trop de gens dans l'expo. Et les tableaux sont tellement extraordinaires que les gens, évidemment, ont envie de prendre leur temps pour regarder les tableaux. Et moi, j'ai fait un parcours très fluide. Je savais que la jauge allait être importante, que le flux du public était important. Sauf que le musée rentre beaucoup de monde dans l'expo. Donc, il y a trop de monde dans l'expo. Et ils s'attendaient à ce que les gens passent moins de temps que prévu. Et finalement, les gens passent plus de temps que prévu. Et donc ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Je dirais que dans la majorité des cas, jamais les musées nous disent on veut que le temps de visite soit de 20 minutes, une demi-heure, une heure. Ils considèrent que les gens peuvent passer le temps qu'ils veulent dans les expos, mais toujours ce qu'on nous demande de faire, c'est d'éviter les effets bouchons, c'est-à-dire d'avoir des rétrécissements dans un espace dans lesquels tout d'un coup il y a un dispositif trop lourd, qui demande trop de temps ou qui va demander à... parce qu'on sait bien qu'en fait les gens sont attirés aussi par les images. Donc, si vous mettez une belle vidéo dans un espace qui est un peu étriqué, ben, ça va vous créer un bouchon dans le parcours. Et là, ça risque de perturber ça va être très désagréable pour l'ensemble du public. Mais j'ai jamais de cahier des charges où on me dit le temps de visite, c'est 1 heure. Je pense qu'il y a encore, fort heureusement, il y a encore une grande liberté là-dedans. Mais ça évolue peut-être un peu. C'est vrai que il y a des contraintes budgétaires aujourd'hui qui font que certains musées veulent faire entrer un maximum de public. Après, avec le Covid, de toute façon, avec les réservations en ligne, ça permet de gérer un peu mieux quand même les flux. Et c'est vrai que des expos très populaires ou des expos qui tout d'un coup trouvent un grand public peuvent être compliqués à gérer parce que très concrètement, vous avez dans chaque musée un responsable de la sécurité qui prend la responsabilité de la jauge de l'exposition. C'est-à-dire que normalement la jauge officielle, c'est une personne pour 5 mètres carrés. Donc ça, c'est la règle de base qu'on ne doit pas dépasser. Mais le jour du vernissage, ce n'est pas le cas, évidemment. Et ensuite, en exploitation, lorsqu'il y a un grand afflux ou que l'exposition trouve beaucoup de succès, et ben, il y a des dérogations qui sont faites par le responsable de la sécurité du bâtiment. Et du coup, ça peut créer, malheureusement, pour des visiteurs, des expériences de visite un peu désastreuses, où d'un coup, on va voir une expo, puis en fait, on ne peut pas voir les œuvres tellement il y a de monde. Quand j'ai commencé mon travail de scénographe pour le spectacle vivant, et ben, au théâtre, on crée des tableaux. Que ce soit d'ailleurs pour la danse ou pour le théâtre. Et l'espace permet d'accompagner l'acteur ou le danseur, et avec le metteur en scène, le scénographe crée vraiment des tableaux. Et il y a un enchaînement, un début, une fin, un moment, un climax, etc. Et en fait, mais à la différence de l'exposition, au théâtre, on est assis dans son fauteuil et on a un point de vue. Donc, on a le corps, en fait, et à part dans certains dispositifs bifrontaux ou de théâtre ou même parfois le public peut être sur scène, mais ça nous est arrivé, ça m'est même arrivé parfois de faire une scénographie où on avait mis les gradins sur le plateau et le décor était dans la salle. Mais généralement, le public est assis, en tout cas, la majorité du temps, avec un point de vue fixe. Et moi, ce qui m'intéresse dans la scénographie de musée, vraiment, c'est de pouvoir, et dans le parcours d'exposition, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup les expositions temporaires, parce que parfois on a encore presque plus de liberté que dans les expositions permanentes, c'est de pouvoir mettre le visiteur, de par du fait que son corps se déplace dans l'espace, et ben, du coup, on a une appréhension de l'espace qui est assez génial, parce qu'on peut passer de séquences où on est dans un tableau et puis une autre salle, c'est une autre ambiance, etc. Alors, il y a des typologies d'exposition, on peut se permettre de faire ça plus facilement que sur d'autres, évidemment, puisqu'il y a des expositions où on va dire que la scénographie doit plutôt se faire oublier, où c'est plus un rapport de découpage d'une salle avec un rapport d'espace, et d'autres où on crée vraiment des ambiances, comme vous dites, qui peuvent être plus cinématographiques, qui font appel à l'image, qui font appel à la couleur, à la mise en scène. Donc, ça dépend vraiment des typologies de projets. Mais c'est vrai que
que le théâtre, mon expérience du théâtre m'a permis d'être assez libre dans ces propositions-là. Et, et c'est aussi la grande chance du spectacle vivant, de la scénographie de spectacle vivant, c'est on peut vraiment plastiquement faire ce qu'on veut. Alors, même s'il y a la contrainte évidemment des acteurs et d'accompagner les acteurs et d'avoir un espace qui accompagne vraiment la dramaturgie. Mais là, on crée, c'est vrai que dans la muséographie d'Expo, on crée soi-même sa propre, enfin, avec les commissaires, on crée soi-même notre propre dramaturgie de l'espace, on va dire. Alors, moi, je suis très partagé, c'est-à-dire que dans l'exposition Goya, il y avait une alternance de très grandes projections. Il y avait une salle circulaire avec une projection circulaire, tout ça. On n'est pas dans l'atelier des Lumières, on n'a pas de projection au sol, etc. On reste quand même, somme toute, encore un peu classique, mais on est dans certes. Et puis, il y avait aussi une alternance avec des espaces où on était face à un tableau de Goya. Et moi, je reste convaincu que, par exemple, je ne crois pas du tout aux expériences de visite d'exposition en 3D virtuelle. Je pense que, enfin, j'y crois pas. Je pense que ça peut peut-être être l'occasion pour quelqu'un qui malheureusement n'a pas la chance de se déplacer, de voir une exposition, peut-être, mais je pense que la relation qu'on peut avoir avec une œuvre, la relation physique qu'on peut avoir avec une œuvre, et non pas une copie, parce qu'il y a aussi d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'il y a un mouvement parfois en ce moment chez certains conservateurs qui seraient presque d'accord pour faire des expositions avec des reproductions de certaines œuvres. C'est quelque chose il y a une petite tendance qui s'ouvre aussi autour de ça. Qui est lié d'ailleurs assez bizarrement, peut-être aussi, enfin assez logiquement ou bizarrement parfois aussi aux questions d'éco-conception. Mais bref, je pense que l'expérience physique d'être face à une œuvre, à un dessin, à une peinture ou même un extrait de film, bon voilà, c'est une expérience qui est très importante. Après, le fait de pouvoir permettre de pouvoir créer des séquences dans un parcours où tout d'un coup on plonge les gens dans une autre relation à l'espace, où la façon dont on présente des films est différente, où on oblige le visiteur à tourner son regard, à être actif, etc. Je trouve ça très intéressant. Mais des expositions qui sont uniquement dans ce rapport-là, je suis pas fan. Je suis pas très convaincu. Et l'expérience Goya, c'était une exposition intéressante parce que il y avait un équilibre entre les deux, en fait, entre des moments de film et puis d'autres moments de contemplation plus classiques où on pouvait prendre le temps qu'on voulait. Et c'est nous qui avions la gestion du temps du regard, en fait. Ça marche. Voilà. Merci, Au revoir. merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.